Alors votre marque de fabrique, c'est un peu c'est beaucoup le klezmer, mais vous essayez de vous évader vers d'autres choses. Est-ce que parfois il n'y a pas une
lassitude de cette étiquette un peu récurrente klezmer. Ouais, ouais, c'est bien dit, effectivement, ouais, parce que moi je viens du klezmer, donc ça fait maintenant 18 ans, je crois que je joue cette musique de manière assez monomaniaque, mais ça fait pas mal d'années que je m'en suis éloigné dans plein de directions différentes. D'abord, mon premier background, c'est quand même la clarinette classique. J'ai fait le conservatoire à Paris en clarinette classique. Après, à l'adolescence, j'ai écouté toutes sortes de trucs, du rock, du hardcore, etc. Puis après, je me suis mis à la musique klezmer. Je l'ai exploré, à mon avis, de manière traditionnelle et sérieuse pendant assez longtemps. Puis après, j'ai commencé à partir dans différents domaines. Et c'est vrai que cette étiquette, alors, bon, j'imagine qu'on a besoin de définir les choses et qu'on a besoin de savoir, enfin de les classifier. Donc en soi, elle me dérange pas. Mais c'est sûr que des fois, quand j'entends clarinettiste klezmer pour des projets qui s'en éloignent pas mal, je me sens quasi usurpateur. Ou alors, peut-être comme si on était un peu... Mais prisonnier, non, je dirais pas forcément, parce que c'est une musique que j'aime tellement et qui, envers laquelle j'ai presque une mission, parce que c'est une musique qui a quand même failli disparaître, etc. Donc au contraire, quand je m'en éloigne, des fois je me sens un peu coupable de m'en éloigner, et le fait que les gens se rassurent en continuant à m'appeler clarinettiste klezmer, ça me rend presque service. Mais justement, par rapport à Naftulé Brandwein, c'est ça, ou Dave Taras, donc, qui avaient un vécu, qui mettaient quelque chose dans leur musique, le fait que vous voulez jouer cette musique, quel est le rapport avec eux, en fait, avec ces gens-là? Ben en fait, ce qui est intéressant avec Naftulé Brandwein et Dave Taras, c'est que c'est vraiment des clarinettistes d'avant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est vraiment des clarinettistes issus de Bessarabie orientale, donc ils sont vraiment venus d'Europe de l'Est s'installer à New York. Et en fait, c'est important parce que pour moi, c'est vraiment les détenteurs d'un certain savoir d'Europe de l'Est, parce que sinon on a beaucoup tendance à considérer que le klezmer c'est la musique américaine qui a commencé à exister dans les années 70 au moment du revival, mais il faut se rappeler que le revival évidemment ça ressuscitait une musique complètement oubliée et qui datait d'avant-guerre et qui venait d'Europe de l'Est. Donc ce que j'aime bien dans les interprétations de Dave Taras et de Naftulé Brandwein, c'est qu'elles sont pour moi comme des témoignages de ce qu'aurait dû rester le klezmer, de ce aurait pu être une base de développement musical pour le klezmer. Et donc moi ma mission est complètement différente. Moi, né en 1980 à Paris, ma mission ne peut pas être de jouer la musique klezmer exactement comme elle se jouait en Bessarabie orientale en 1922, quoi. Ça n'aurait aucun sens. Donc pour moi c'est vraiment des témoignages historiques et musicaux ultra importants. Mais même quand j'ai fait mon hommage à Naftulé Brandwein, je me suis toujours permis d'avoir une interprétation radicalement différente. D'abord parce que sinon ça serait pas un hommage, ça serait du plagiat. Et puis et parce que je pense que voilà, né en 80 à Paris, ma mission peut pas être la même. Et moi je me dois de confronter la musique klezmer avec toutes les musiques de son temps de mon temps, quoi. Voilà. Et je pense que d'autres clarinettistes comme David Krakauer l'ont fait bien avant moi. Et c'est à mon avis ça qui a amené la musique klezmer à son stade de notoriété actuelle. C'est ceux qui ont dit, et si on la mélangeait à d'autres choses, si on la rendait vivante, si on la mettait avec de la funk, du hip-hop, du rock, de l'électro, n'importe quoi, mais juste remettre cette musique sous sa forme vivante, pas comme une langue morte justement. Et voilà, ça a rendu à mon avis un grand service au klezmer.
Je me trompe peut-être, j'ai l'impression que par rapport à New York, ce qui se passe en France, à Paris, est beaucoup moins lié à quelque chose de communautaire, où New York a quand même une racine de musique ashkénaze très forte. C'est un peu moins le cas à Paris, et j'ai l'impression que en fait, le public est beaucoup plus large en France, à Paris, enfin en France en général, qu'à New York, où ça reste quand même très dans la communauté juive ashkénaze. Ouais. C'est vrai que la radical Jewish culture et tout le mouvement un peu initié par le label de John Zorn, etc., qui est vraiment absolument magnifique au niveau de la production musicale. C'est quelque chose, alors je sais pas si on peut dire communautaire, mais parce que c'est une tellement énorme communauté à New York, on parle de quand même vraiment de millions de juifs. Donc ici, si c'était une musique communautaire, ça serait vraiment joué dans des endroits minuscules pour presque personne. C'est pas du tout comparable comme taille de communauté. Donc à New York, en fait, je pense que toute musique new-yorkaise est entre guillemets communautaire juive, parce que juste, voilà, New York, c'est quand même une ville extrêmement juive. Et une ville extrêmement vivante, et au point de vue musical, il y a beaucoup de choses qui se passent à New York qui sont pas du tout représentatives de ce qui se passe aux États-Unis. Mais effectivement, toute cette tendance John Zorn, je dirais même que d'ailleurs elle a autant de succès en France qu'à New York, mais je suis pas sûr qu'au fin fond de l'Arkansas, les gens soient très au courant de ce que c'est que le label Tzadik. Donc voilà. Après, communautaire, je sais pas, parce que quand même, il y a aussi toutes sortes de musiciens pas du tout juifs qui c'est vraiment, par contre, c'est un mouvement jazzistique et effectivement très porté sur la culture juive. Ici, en France, tous les gens qui se sont mis dernièrement au klezmer, que ce soit, il y a plein de groupes vraiment où là, on n'est pas du tout dans un truc communautaire, c'est pas du tout des juifs particulièrement. Peut-être que moi, quand j'ai commencé dans les années fin 90, tout début 2000, c'était quand même encore des juifs qui se penchaient sur leurs ancêtres, sur leur passé, sur leur culture, qui voulaient vraiment ressusciter comme une mission vis-à-vis du klezmer. Maintenant, c'est devenu une musique que je qualifierais de populaire, en fait. D'accord. Alors... Le klezmer, ça c'est une question très intéressante, mais je pense que la personne la mieux à même de vous répondre, c'est pas forcément moi, parce que je suis pas musicologue, donc moi j'ai une vision très personnelle de la musique klezmer, mais j'ai un bon ami, Denis Cugnot, pianiste, et puis surtout grand érudit sur la musique klezmer, qui lui a une version qui m'intéresse pas mal, qui dit que en fait la musique klezmer n'existe pas. Et que c'est totalement un mythe, c'est-à-dire que effectivement c'est la musique juive d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, mais donc on parle déjà d'un territoire qui fait des milliers de kilomètres carrés, enfin des centaines de milliers de kilomètres carrés, qui va jusqu'à la Turquie, mais en passant par la Hongrie, la Roumanie, la Russie, les Balkans. Donc évidemment on peut pas définir une musique klezmer, c'est impossible. Après, quand même, dans certaines utilisations de gamme, il y a des choses assez particulières, notamment sur les gammes orientales. C'est vrai que c'est particulièrement dans la musique juive qu'on peut repérer les gammes orientales, dans l'ensemble des musiques d'Europe de l'Est, des musiques tziganes ou non. Après, l'interprétation aussi. L'interprétation, évidemment, mais ce qui est très intéressant, c'est que la musique klezmer telle qu'on la connaît, elle est restée, enfin son évolution s'est vraiment arrêtée dans les années 20. Après, elle est partie à New York, elle est devenue autre chose. Donc voilà. Mais quand on écoute la musique klezmer des années 20 ou des années 30, et qu'on écoute
la musique grecque traditionnelle, la musique bulgare traditionnelle, la musique serbe, la musique de tous ces pays-là traditionnels, pas juives, on se rend compte que si on écoute des versions de 1920-1930, c'est ultra ressemblant, à tel point que vraiment des fois on a l'impression d'entendre la musique klezmer. Donc c'est là où c'est très intéressant, on ne sait pas si c'est géographique, si c'est historique, si c'est culturel, religieux, donc est-ce que c'est vraiment la manière de jouer qui diffère, ou est-ce que c'est juste qu'on est resté bloqué, entre guillemets, en 1920-1930. Donc voilà, moi en tout cas je considère que la musique klezmer, mon acception de la musique klezmer, elle est la plus ouverte possible. Je pense qu'elle est impossible à définir. Après, oui, quand on commence à vraiment connaître l'Europe de l'Est, l'Europe centrale, quand on entend klezmer, on repère klezmer, mais certains klezmorim vont dire, par exemple, Giora Feynman, que moi j'adore, je trouve que c'est une des plus belles interprétations, ils vont dire, ah non, ça c'est pas du klezmer, parce que ça se jouait pas du tout comme ça au Statel en 1920. Donc bon, c'est voilà, moi je suis pour ouvrir, et à partir du moment où on veut jouer klezmer, on joue klezmer. Très bien. On est dans une médiathèque, une bibliothèque. Quel est votre rapport à une bibliothèque? Est-ce que ça vous évoque des souvenirs, ou est-ce que c'est quelque chose qui est un peu qui n'a pas de lien particulier avec votre vie, votre enfance, votre Si, bien sûr, ça a un grand lien avec mon enfance, mais après j'ai eu la chance moi de grandir dans un. Enfin, mes parents sont extrêmement mélomanes et surtout plus que passionnés de livres, au point qu'il y en a des dizaines de milliers. Dans ma famille, c'est vraiment voilà, le livre est partout, c'est des cartons et des cartons. À chaque fois qu'on part à la campagne, il faut toujours partir avec un minibus rempli de livres pour aller les entreposer dans des bibliothèques qu'on construit au fur et à mesure, sinon il n'y a plus de place. Donc c'est vrai que j'ai eu un rapport à la médiathèque peut-être plus lointain, parce qu'il y avait déjà tellement de matière à la maison, mais voilà, en tout cas un rapport aux livres et aux disques dès tout petit. J'ai grandi avec des petits livres musicaux, puis des cassettes, puis des livres, et c'est ça d'ailleurs qui m'a permis de commencer la musique aussitôt et d'avoir envie de jouer de la clarinette déjà à 5 ans. C'est parce que j'ai écouté Pierre et le Loup, parce que mes parents m'ont fait écouter déjà tout petit. Et puis je me rappelle à 6 ou 7 ans, j'avais des petites cassettes, et je me rappelle encore de la couverture d'une cassette d'enregistrement de Bartók, et j'étais voilà, ça me rendait donc enfin voilà, je trouve ça génial, parce que effectivement tout le monde peut pas avoir la chance de grandir dans un milieu où il y a 2500 disques et 10 000 livres à portée de main, et puis mes parents, dès que je leur ai dit que je voulais faire de la clarinette, ils m'ont acheté plein de disques de musique, enfin de clarinette classique, etc. Dès que je me suis mis au klezmer, j'habitais encore chez mes parents, j'ai eu déjà toute mon enfance j'ai eu droit à des disques de Giora Feynman, etc. Enfin, je considère que ça a énormément nourri le fait, enfin ce que je suis devenu aujourd'hui comme musicien. Ça a été quand même aussi grandement permis par mon éducation, donc mon éducation culturelle, musicale. On allait beaucoup au concert, donc je pense que c'est très important pour les familles effectivement qu'on passe cette chance de pouvoir se rendre à la médiathèque. En plus, j'ai vu le nombre de propositions, je trouve ça vraiment génial, vraiment génial. Et pour finir, je vais vous demander vos coups de cœur, un livre et un disque. Vos coups de cœur actuels, c'est quoi ça, que vous pourriez conseiller à quelqu'un? C'est difficile de citer un coup de cœur. Si, dernièrement, quand même, j'ai entendu donc j'écoute beaucoup de musique éthiopienne, parce que dans le label dans lequel je suis, il y a la collection éthiopique qui est quand même assez géniale. Et alors, il y a un groupe qui s'en éloigne un peu, parce que vraiment, ils sont dans le punk total, c'est You Can Dance. Je sais pas si vous l'avez ici, mais c'est assez hard, quoi. Et avec un chanteur incroyable, éthiopien, magnifique, et puis un truc vraiment qui envoie sévèrement le bois. Donc voilà, s'il fallait citer un truc, c'est un des derniers trucs que j'ai écouté, que j'ai trouvé super. Un livre ? Sinon, un livre. Alors moi, je lis. Ça risque d'être un peu. Je lis principalement des essais et de la philo, et puis voilà. Donc dernièrement, non mais j'ai lu. Qu'est-ce que j'ai lu ? Ah oui, si, voilà, je sais ce qui. C'est un livre de François Julien,
faut pas confondre avec Alexandre Jolien, parce que souvent les gens confondent, de François Julien, qui est un spécialiste de la pensée chinoise, et qui est donc un grand sinologue, mais en même temps philosophe, entre guillemets, à l'occidental. Et donc qui met en rapport les deux cultures, et j'ai lu 2 ou 3 livres à la suite de lui, notamment Un sage et sans idée, je crois que ça s'appelle comme ça, et puis un autre livre sur le temps qui s'appelle juste, je crois, du temps, et je le conseille formidablement parce que ça ouvre totalement notre pensée qu'on croit bloquée telle qu'elle doit être, alors qu'en fait il y a plein d'autres pensées possibles. Je ne sais pas si c'était très clair. Merci. Merci à vous.